Donc on serait, nous, le deuxième royaume de Juda, on serait héritier de la couronne de David et de Salomon. D'où le fait qu'on aurait un grand monarque, parce que nos ancêtres ne sont pas simplement Clovis ou autre, mais directement David et Salomon. Donc ça paraît original et on se dirait pourquoi pas nous. Alors il y a des choses qui le prouvent quand même, c'est que la fameuse histoire de Marie-Madeleine. Et on sait que Marie-Madeleine est arrivée en Provence avec les Saintes Maries, mais aussi avec Lazare, Joseph d'Arimathie, la servante Sarah, etc. Elle s'est dit, mais pourquoi en Provence? Et puis on sait qu'à partir de la Provence, elle est allée à Saint-Baume, et à partir de là, elle est allée aussi, fameuse Reine des Bains, donc dans le Languedoc. Et là, on retrouve Rennes de Château, puisque l'église de l'Émoissonnière s'appelle l'église Sainte-Marie-Madeleine, comme par hasard. Et voilà, et qu'elle retrouve là la fameuse Claudia Procula, qu'elle a connue, bien sûr, à Jérusalem, puisque c'est la femme de Ponce Pilate. Bon, on s'est dit, tiens, il y a pas mal de coïncidences très très particulières. En gros, pourquoi cette famille-là, qu'on appelle la famille de Béthanie, serait particulièrement venue en Gaule? Alors on dit, oui, c'est parce qu'il y avait une communauté juive en Provence, donc ils arrivaient avec des gens qu'ils connaissaient. C'est pas sûr du tout, parce qu'il y avait des juifs à Rome, des juifs en Grèce, des juifs en Afrique du Nord. Hein. Et alors, pourquoi la Gaule? Il y a un centre, on dirait, oui, mais il y avait un message particulier. Il fallait réimplanter une famille christique qui avait connu le Christ, puisque Marie-Madeleine, hein, dans certaines thèses, on dit que c'était l'amie secrète du Christ. Elle serait arrivée en Provence et dans le Languedoc, ça aurait un sens pour en fait faire une transmission d'un message. Elle serait venue en fait continuer une histoire biblique par ici. D'autres disent, mais c'est parce qu'elle a été chassée, parce que là-bas, les Romains ne voulaient plus entendre parler de cette histoire de Christ, de patati patata, et dire en gros, ils auraient été plus ou moins en exil, quoi. Hein. Ou de même partie pour se sauver, quoi. Toujours est-il que refonce quelque part et s'installe dans ce coin-là. Alors, on a cette histoire-là très, très, très particulière d'un royaume qui aurait quelque chose à jouer en spiritualité. Alors, le fait que ce soit un hexagone, ça ne l'était pas, bien entendu, de ce temps-là, mais ça l'est après. C'est un nombre 6, bien entendu, l'hexagone, et on est au moment où se passe le grand monarque dans la 6e église, sur les 7 églises d'Asie dont on parle dans l'Apocalypse. C'est la 6e église, c'est l'église de Philadelphie, c'est l'époque où tous les hommes seront frères, etc. Puis après, c'est la 7e église, c'est la catastrophe, bon, des tas de choses comme ça. Ça correspond à l'ouverture du 6e psaume, de la 6e trompette dans l'Apocalypse, on avait autour d'un nombre particulier qui est le nombre 6, etc., etc., etc. Et on s'est dit, oui, mais ça n'explique pas pourquoi il y a un grand monarque qui sort de cette famille-là. Marie-Madeleine vient, alors qu'elle vive à Rennes-les-Bains pour prendre les bains avec son amie Claudia Procula, ou qu'elle est en retraite à la Sainte-Baume. Qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on est dans la région de Rennes-le-Château. Qu'on est à Rennes-les-Bains, on est tout près de Rennes-le-Château, à quelques kilomètres, et on est près du fameux puits de Garèche, on est de ça. Alors là-bas court la légende, bien entendu, qu'il y a le tombeau de Lazare, le tombeau de Marie-Madeleine et le tombeau du Christ dans le coin. Rien que ça. C'est-à-dire que oui, rien que ça. Donc, et Joseph d'Arimathie, revenant avec tout ce groupe dit de Béthanie, aurait ramené le Graal. Et après, il serait allé en Angleterre, donc en Cornouailles, où il avait déjà des affaires avec des mines d'étain. Là, je ne vais pas citer tout le détail, il a raconté dans l'histoire du Graal, on ne revient pas là-dessus. Et donc de dire, ouais, il y a tout un tas de trucs qui se regroupent, de coïncidences, les plus bizarres les unes que les autres, et comment c'est possible dans ce coin-là. Alors, en gros, il y a 3-4 thèses. Hein. Alors, on ne leur fait pas aujourd'hui. Hein. C'est raconté dans l'histoire de Rennes-le-Château. Soit Marie-Madeleine aurait ramené le corps du Christ s'il n'est pas ressuscité, c'est-à-dire décroché de la tombe, mis au tombeau. Puis on dit dans l'histoire, même dans la Bible, hein, eh bien, elle arrive, le tombeau est vide, et elle s'adresse à quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Mais où ont-ils mis le corps? Donc elle s'adresse à quelqu'un comme si le corps avait été volé, pris et mis ailleurs. Donc elle ne croit pas à la résurrection, il faut le faire, c'est Marie-Madeleine. Et puis après, ce fameux jardinier dit, à sa voix, elle reconnaît que c'est le Christ qui est ressuscité. Bon, mais il y a un truc, hein. Alors, il y a plusieurs thèses qui courent, qui auraient été décrochées de la croix encore vivant. Et donc, bien sûr, on ramène le corps. Si le corps n'a pas disparu, il n'est pas ressuscité et est monté au ciel. Et puis, bien sûr, comme il est mort, on l'enterre par ici. Bon,
par ici, c'est-à-dire dans la région de Rennes-le-Château. Hein. Si le Christ est vivant, il revient avec lui, et après, comme c'est un être humain normal, pas Dieu, il meurt aussi dans la région. Il y a donc un tombeau. Puis comme Lazare, le fameux ressuscité de l'histoire de Lazare, mais il est aussi partie de l'équipe, mais qu'après il meurt vraiment. Donc c'est un homme qui est mort, ressuscité par le Christ, et remort, et a assis son tombeau. Et Marie-Madeleine qui finit par mourir, on dit oui, mais elle laisse Saint-Maximin, elle laisse Sainte-Baume, etc. Mais serait enterrée aussi dans la région de Rennes-le-Château. Il y aura au minimum 4 tombeaux. Et pareil, pour certains, c'est absolument vrai. Il y en a qui ont trouvé plus ou moins des endroits où il y a des cavités, machin, tous les pics sont creux. Une histoire invraisemblable de Marie-Madeleine et du Christ qu'on ne peut pas. Alors, si en plus elle a été son bonne amie et revenue en tant qu'épouse christique, etc., il y aurait eu une descendance. C'est-à-dire il y aurait eu un enfant, même deux, un garçon et une fille de ce couple. Alors je dis, ben là, j'ai un héritier d'un être totalement royal. Même s'il n'est pas ressuscité, il est royal, puisque descendant de David, le fameux roi David, son fils Salomon, va dire, ben, le Christ est l'héritier du royaume de Juda, c'est ce que dit Ponce Pilate, alors tu es roi, il répond, tu l'as dit, un gros roi des Juifs, et quand on crucifie le Christ, on met bien sur la croix, Jésus-Christ, roi des Juifs, donc roi, et non pas être Dieu. Dieu. Le fait que le Christ soit Dieu, c'est une invention du concile de Nicée en 325. Avant, on ne croyait pas que le Christ était un Dieu incarné. On croyait que c'était un grand mystique, un grand initié. Donc forcément, là, tout s'explique en l'interprétant comme ça. L'Église ne veut pas entendre parler de cette histoire, de soi. Les vrais croyants du Carabistouille, ça n'a aucun sens, mais quand même, des choses très, 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 très curieuses. Donc si on prend, alors c'est la fameuse thèse de la 26 Code, c'est pour ça que c'est sujet à caution, qu'il y aurait une descendance du Christ si le Christ était un humain, j'allais dire, normal, entre guillemets, supérieur, mais quand même de nature humaine. Il y a quand même quelques éléments symboliques, je me permets d'intervenir. Et oui, on parle du Graal, la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Mais quand on dit d'une descendance, c'est mon sang. Oui. On peut éventuellement imaginer que le Graal soit le descendant même du Christ, celui qui perdure, fait perdurer le sang du Christ. Et puis il y a cette deuxième image symbolique, c'est celle du jardinier. Quand Marie-Madeleine, on croise ce jardinier, le jardinier, c'est celui qui sème et qui fait pousser. Donc deux éléments symboliques qui peuvent renvoyer à l'idée d'une descendance. En effet, oui. C'est interprété comme ça. La thèse donc du Da Vinci Code veut que Saint Graal veut dire San Gréal, ça veut dire sang royal. Alors c'est pas un Saint Graal, c'est un sang royal. Donc un sang royal, c'est sang du Christ. Bien entendu, qui passe dans une descendance. Donc le descendant est forcément un monarque de sang royal. C'est-à-dire que celui qui descendrait de cette lignée du Christ aujourd'hui secrète et pour cause, depuis cette histoire-là, pas apparu en place publique, pourrait dire je suis le descendant du Christ. Alors c'est pas rien. Du coup, ça met l'Église catholique par terre, évidemment. Il n'y a plus de résurrection. D'accord. Alors le plus cocasse, c'est encore ce qui va suivre. Parce qu'il y a plus cocasse, c'est que ça n'expliquerait pas pourquoi pendant 2000 ans on aurait eu des rois, mais jamais cette descendance du Christ, et en quoi il pourrait être prétendant au trône de France aujourd'hui. Parce qu'une lignée qui a déjà été roi, on comprendrait, mais le Christ en disant, écoutez, moi je descends du Christ, qui va croire ça? Alors il y a une histoire absolument incroyable, c'est lié à le château aussi, encore une fois, c'est cette fameuse thèse des Mérovingiens. Décriée comme c'est pas possible, en disant mais c'est une ineptie sans nom. C'est qu'en fait une dynastie de Mérovingiens serait croisée avec les descendants du Christ. Donc la fameuse famille de Clovis aurait eu un croisement avec un héritier du Christ. Donc là il y aurait une race qui recoupe les deux. Donc forcément un descendant de Clovis peut dire je suis issu d'une dynastie du roi de France officielle réelle qui a vraiment existé jusqu'au 7e siècle. Et descendant du Christ en même temps, quand vous cumulez les deux, vous êtes roi des rois. Quasiment, hein, presque. Alors, forcément, expliquer cette histoire du Mérovingien aujourd'hui, on en a pour 2 heures. Hein. donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Mais quand même, un petit peu, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans le coin de Rennes-le-Château, parce que ce serait passé par là le croisement, avec 2 dynasties, donc 2 personnes qui se rencontrent, bien entendu, plutôt qu'à la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine est censée avoir passé toute sa vie, mais pas vraiment, puisqu'on a des témoignages qu'elle a été ailleurs, même dans la région de Lyon.
Bon, l'abbé Chaudière allait souvent à Lyon, il cherchait des traces de Marie-Madeleine par là, comme quoi il y a un truc. Et alors, ces Mérovingiens, on s'est dit, ben c'est Clovis, mais attention, il y a eu des Mérovingiens avant lui, et d'où est-ce qu'ils peuvent venir? Ah, alors là, on a une histoire d'une migration absolument extraordinaire, parce qu'on pense que ces Mérovingiens viennent du Moyen-Orient. En gros, ils auraient vécu en Anatolie, et du côté de la fameuse ville de Troie, alors pas habitant Troie eux-mêmes, parce que là il y a des Troyens, mais en Troade, c'est-à-dire dans les environs, quand il y a eu la guerre avec les Grecs, ils auraient participé. Eux-mêmes seraient des descendants de tribus aryennes, qui dans leur pérégrination vers l'Inde auraient eu une sous-bouche au Moyen-Orient. À une certaine époque, après la chute de Troie, seraient passés dans les vallées russes, c'est-à-dire ce qui est la Russie aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le Don, le Dniepr, l'Ukraine, etc. Et une branche aurait remonté le Danube, se serait retrouvée au sud de l'Allemagne, puis poussée par d'autres tribus, les fameux Goths germaniques, du côté Hollande, est de la Belgique. Dans un endroit de marécage situé dans l'est de la Hollande, une zone de marais, de bois, de forêt, et bon, ce serait donc un peuple installé dans cette région-là. Appelés les Francs parce que le chef qui les aurait conduits jusque-là s'appelle Francus. Et donc comment dire, un arien d'une tribu qui se serait appelé au début les Pélages et appelé ensuite, en fonction de ce nom Francus, les Francs. Et donc installé donc, dans un endroit de marécage, j'aurais eu comme symbole les crapauds, sur leur étendard étaient 3 crapauds. Et on dit que les Mérovingiens, c'était le peuple des crapauds, devenu après 3 fleurs de lys sur les drapeaux de France, quand Clovis est devenu roi. On a stylisé les crapauds en fleurs de lys. Il faut le faire dans l'histoire. Les symboles de ces Mérovingiens, c'est les abeilles et les crapauds. Et les abeilles, on a retrouvé sur le fameux manteau du roi Chilpéric, qui était désagrégé dans sa tombe, des milliers et centaines d'abeilles en or qui étaient greffées sur son manteau dans la région de Tournai, parce qu'après ils sont descendus région de la Meuse, région de Tournai, et passés en France à la fin de l'Empire romain, se battant avec les Romains, avec les Burgondes, du temps de Clovis. Donc ils ont une itinéraire absolument incroyable, hein, et donc on les dit originaires de la Troade, en gros de Troie. Ils auraient fait des villes Troie tout le long de la route. Trogen en Suisse, ce serait ces Francs qui passent par la Suisse. Troie, dans la Marne, c'est Troie à cause de la Troade. Par ça qu'il y a une consonance très, très, très particulière. Alors, ils ont une autre particularité, ces Mérovingiens, c'est qu'ils sont considérés comme une race surnaturelle. Bon, on les appelle les rois chevelus, parce qu'ils ont des très très grandes chevelures, enfin même jusqu'en bas du corps, curieusement, comme Marie-Madeleine, qui a une chevelure jusqu'aux chevilles. Et alors pourquoi ils se coupaient jamais les cheveux? Parce que le pouvoir était dans les cheveux. Et leur couper les cheveux faisait leur perdre leur pouvoir. Alors il y a une symbolique du cheveu, on passe parce que c'est trop long, ça recoupe l'histoire de Samson, quand elle a coupé les cheveux, elle avait perdu sa force, quand ils ont repoussé, il a tout cassé, etc., etc. Et donc quand on voulait déposer un roi, c'était très simple, on le rasait complètement, il avait la boule à zéro, il était considéré comme ayant perdu le pouvoir. On l'envoyait dans un monastère et tout était terminé. Alors donc ce sont les rois chevelus, très très curieux, et chevelus pour une autre raison, parce qu'ils ont 2 bandes de poils roux le long de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, ils sont velus, ils sont chevelus et velus, c'est bon. Voilà, et 2 lignes de poils roux en plus. Roux, hein, la chevelure roux. Le truc de Marie-Madeleine qui est toujours représentée rose, c'est très, très curieux. Et la lignée de poils roux, c'est le Roussillon. Et vous n'êtes pas loin du Roussillon quand vous êtes là-bas, dans le Languedoc. Donc c'est très très curieux, le recoupement est absolument hallucinant dans cette histoire. Donc ces rois sont considérés comme une race totalement à part dans les Francs, les tribus germaniques, ceux qui ont envahi l'Empire romain, etc. Alors on comprend après que l'un des meilleurs d'entre eux, Clovis, soit Clodovic dans son nom de franc, Clovis en latinisé son nom, etc., de cette tribu soit devenu roi de France, roi des Francs, et j'allais dire intronisé par l'Église, parce qu'il y a tout un sens, toute une histoire, beaucoup trop longue à raconter dans l'histoire. Et alors le premier qui était très très connu n'est pas Clovis, mais Mérové. C'est lui qui a donné son nom à une dynastie plus récente que Francus, parce que Francus, c'est des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Mérové, c'est juste un petit peu avant Clovis.
Donc c'est 5e siècle. Alors ce Mérové a fait un exploit que personne ne connaît. À un moment, c'est Attila et les Huns qui ont envahi quasiment toute l'Europe. Ils ont ravagé 2/3 de l'Europe. Ils sont arrivés jusqu'à Paris, ils ont fait le siège de Paris. La fameuse Sainte-Geneviève leur a dit de décarpir et Attila est parti. On ne sait pas quel miracle il s'est passé là. Toujours est-il, Paris était prise. Enfin, les armées d'Attila sont vengées sur toute la région autour. Puis on a décidé que ça commençait à bien faire. On a réuni une armée gigantesque avec des Gaulois, un général romain qui s'appelle Aetius, parce qu'en ce temps-là, 451, il y a encore l'Empire romain qui ne s'écroule qu'en 476, donc il y a encore un général romain qui essaie de sauver les meubles. Il s'allie avec tous les guerriers gallo-romains qu'il peut trouver, et puis c'est pas assez pour battre les Huns, il faut le faire. Attila, c'est une terreur inouïe. Et ben il demande aux Francs qui sont du côté de Tournai, etc., de l'autre côté de la frontière actuelle, dans l'Empire romain quand même, de venir donner un coup de main. Le fameux Mérové arrive avec ses guerriers, il flanque une raclée pas possible à l'armée d'Attila, qui repart jusqu'en Hongrie, fait retraite jusqu'en Hongrie. Et il s'installera en Hongrie, comme son nom l'indique. La Hongrie, c'est le terre des Huns. Et donc, où ça s'est passé? Ça s'est passé en 451, et ça s'est passé entre Reims et Troyes. Ça s'appelle Bataille des Champs Cataloniques, c'est pas connu du tout, où Mérové et un général romain flanquaient une raclée à Attila. Et quand vous retrouvez Reims, où le fameux Clovis, son descendant, c'est son petit-fils, s'il y a eu Mérové, Childéric, Clovis était sacré à Reims, et Troyes, c'est de là qu'est partie l'histoire des Templiers. Et Saint-Bernard, c'est Troyes, hein. C'est Hugues de Payens, c'est Troyes, hein. Dans l'ordre des Templiers. Je dis, mais c'est pas possible, une histoire pareille, c'est inimaginable. Ça fait beaucoup de coïncidences. Ça fait un peu trop de coïncidences. Et alors, dans cette histoire de Romain-Jean, on peut pas le départ est quand même hallucinant. Si on prend le départ, Francus, Mérové, jusqu'au Clovis, qui devient donc roi des Francs, cautionné par l'Église qui le baptise, bien entendu. Alors qu'on ne baptise pas le roi des Visigoths, le roi des Goths, le roi des Alamans, le roi des Vandales, c'est des terrafinis, je ne veux pas en entendre parler dans le christianisme, mais lui, oui. Alors pourquoi on a choisi celui-là? Sans doute une raison, justement dans le secret de l'histoire ésotérique, bien entendu, c'est que leur histoire, alors, on passe à tous les rois mérovingiens jusqu'au 7e siècle. Et là, il y a dans ces histoires-là le fameux roi d'Agobert, le fameux roi machin, dont Dagobert Ier est très connu, hein, c'est celui de Saint-Éloi. Hein. Le roi d'Agobert avait mis la fameuse chanson. Voilà, le bon Saint-Éloi lui dit si remettez-la à l'endroit. C'est ce roi-là considéré comme un saint. Hein. C'est Saint Dagobert Ier. Et le dernier roi, c'est un Dagobert II. Et alors lui, ce Dagobert II, en raison de querelles familiales invraisemblables, de guerre là, entre la Neustrie et les deux royaumes mérovingiens, parce qu'après ça s'est divisé en deux royaumes rivaux, etc., à un moment de sa naissance, il est envoyé au monastère. Donc il était au monastère, puis après, comme il n'y avait plus de successeur, on est allé le rechercher. On l'a couronné roi, et puis après, comme sans doute il était trop saint, trop pur, trop ceci, et qu'il fallait un autre roi, on l'a purement et simplement assassiné. Donc au cours d'une partie de chasse dans une forêt, ça ressemble un peu à l'histoire de Siegfried, où le roi s'arrête à un moment dans la forêt et il y a quelqu'un pour qui il l'exécute. Voilà, ce Dagobert II donc meurt, mais il met fin à la dynastie des Mérovingiens quand même, parce qu'on élimine toute sa famille en même temps après. Et il a quand même eu un enfant. Quand il est devenu roi, il a eu un enfant pour avoir une descendance alors qu'il était moine au début. Alors bien sûr, cet enfant va être massacré, c'est un scénario catastrophe comme dans le roman Lagardère, etc. Un serviteur prend l'enfant qui sera celui qui devait être le prince héritier, Sigisbert IV, et où est-ce qu'il l'emmène? Très très loin des Mérovingiens, dans la vallée du Razès, près de Rennes-le-Château. On le donne à quelqu'un de parent très éloigné de la famille à élever, et ce Sigisbert IV devient l'héritier du royaume mérovingien. Et donc il procrée, il a une descendance. C'est cette descendance-là qui croise celle du Christ. Donc forcément, c'est un héritier officiel aujourd'hui. Il est descendant de ce fameux roi assassiné et descendant du Christ, et normalement crucifié, si je ne dis pas les origines, mais prétendant au roi de France à plusieurs points de vue. Ah, c'est extraordinaire comme histoire. Hein. Sauf que tout le monde considère qu'elle est complètement bidon. Mais ça...
Mais il y a des choses qui se recoupent. Hein. On ne va pas le refaire aujourd'hui, c'est trop compliqué. On l'a fait dans l'histoire de France. Hein. C'est que cette histoire de Dagobert assassiné s'est passée dans la forêt de Wœuvre, et la forêt de Wœuvre près de Stenay. Et à Stenay, eh bien, il y avait un grand sanctuaire mérovingien, etc., etc. Et qui était comte de Stenay à une certaine époque de l'histoire? Godefroy de Bouillon. Et le fameux Godefroy de Bouillon, qu'est-ce qu'il est? Il est aussi duc de Basse-Lorraine, il est aussi comte de Boulogne-sur-Mer, et aussi premier roi de Jérusalem. Vous vous dites, mais par quelle opération du Saint-Esprit? Mais il en faut un de Saint-Esprit là, pour dire qu'un descendant authentique des Mérovingiens se retrouve être, disons, le propriétaire d'une ville de cette région-là, et en même temps comte de Boulogne, et en même temps roi de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à Jérusalem, et qu'est-ce qu'il les archives, le machin, etc. Toujours est-il qu'après cette histoire de croisade où il y a les Templiers, où il y a l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, etc., curieusement, il y a beaucoup de choses qui changent dans les idées, dans la conception du christianisme, dans tout ce qui s'ensuit. Et bien sûr, cette histoire-là serait arrivée à se greffer sur l'histoire de Rennes-le-Château. Alors, c'est quand même incroyable. Donc, le fameux descendant, le plus probable pourrait être de ces deux lignées-là. Mais d'autres vont dire, mais pas du tout, vous n'y êtes pas du tout, parce qu'on a des vrais prétendants au royaume de France. C'est-à-dire, les vrais, c'est qu'il n'y a pas une histoire mythique et ésotérique derrière, il y a vraiment les êtres de chair de sang qui ont été rois. Ah, c'est nos fameux Bourbons, nos fameux Orléans, nos fameux ceci. Alors là, il y aura un peu tout aussi. Hein, c'est-à-dire que, bon, forcément, Louis XVI, il est exécuté. Alors, il n'y a pas de descendance. La petite descendance serait Louis XVII, mort au Temple. Mais bon, il y a une affaire aussi dans cette histoire-là. Après, vous savez qu'il y a eu deux rois. Il y a eu Louis XVIII et Charles X. C'est deux frères de Louis XVI. Hein. Donc, c'est des Bourbons. Les révolutionnaires n'ont pas réussi à éliminer toute la famille royale. Ils ont éliminé Louis XVI, Marie-Antoinette, la sœur du roi, je ne sais plus quelle cousine. Ils ont essayé d'éliminer tout le clan royal pour pas qu'il y ait de descendance. C'est-à-dire tuer les héritiers potentiels, laisser mourir au Temple le petit gamin qui aurait dû devenir Louis XVII, tuer même les femmes pour pas qu'elles procréent et engendrent un descendant, il faut le faire. Hein. Mais les deux frères du roi ont échappé. Ils étaient réfugiés en Angleterre, celui qui deviendra Louis XVIII en particulier. Alors c'est très très curieux. Donc eux, ils ont une descendance aussi. Puis à un moment, en 1830, il y a eu une révolution, encore une, on a chassé du pouvoir le fameux Charles X, qui était très légitimiste, hein, avec l'idée que l'étendard de la France doit être blanc à fleur de lys. Il est arrivé au carrosse au sac, il a été sacré à Reims comme tous les rois, il faisait un peu vieille mode, ancien régime, etc. Il était renversé par des modernes, comme on dit, le fameux Louis-Philippe et les Orléans, qui lui-même a perdu le pouvoir en 1848, et définitivement, puisqu'il n'y a plus jamais eu de roi après. Et lui a refusé d'être sacré, a refusé de porter la couronne et a pris le drapeau tricolore pour faire France avec la France, mais abandonnant toutes les caractéristiques royales possibles et imaginables, passer à la trappe, il n'y a plus de roi depuis, c'est terminé. Mais il y aura un descendant des Orléans, il y en a un, je ne sais pas comment il s'appelle, un descendant de la famille de Louis-Philippe, un descendant des rois Bourbons, et puis certains connaissaient toute cette histoire extraordinaire qu'on ne va pas raconter aujourd'hui. Est-ce que Louis XVII est vraiment mort au Temple? Alors le petit gamin qui était censé avoir 10 ans et qui a été retrouvé mort au Temple parce qu'on lui donnait quasiment pas à manger, il était malade, on ne l'a pas soigné, on a retrouvé son corps et mort. En 1844, je ne sais pas pourquoi il a fallu attendre 1844 pour ouvrir le cercueil et puis faire, comment ça s'appelle, les études anatomiques là. Une autopsie? Voilà. Et puis on s'est trouvé que le garçon ne correspondait pas du tout au Louis XVII de la vérité. C'est-à-dire que le petit Louis XVII aurait dû avoir 10 ans et était très blond. Et le corps qu'on a retrouvé était d'un gamin de 15 à 16 ans et roux. Ah, donc pas de la même taille. Donc un corps très différent. D'où les légendes qui ont couru depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu substitution du corps. Le vrai a été sorti de sa prison, évadé comment
par qui? Alors, toutes les thèses y sont passées, on ne les fait pas aujourd'hui, mais il y aurait une tractation secrète avec les révolutionnaires pour le sortir de prison, des concessions faites à je ne sais pas quel clan, à l'Angleterre, un machin comme ça. Puis d'autres, une société secrète aurait plus ou moins organisé en soudoyant X l'évasion parce qu'il fallait que le sang royal, justement, soit conservé. Patati patata. Donc il y a eu un mythe ou une vérité. On ne sait pas trop, de survie de ce Louis XVII, qui à un moment aurait vécu au Canada, au Québec. Alors c'est la fameuse thèse Nordhoff, un monsieur qui s'appelle Charles Nordhoff, qui aurait dit je peux prouver par des papiers que je suis Louis XVII, etc. Mais il y a eu plein d'autres prétendants qui se sont dit Louis XVII et moi. Aujourd'hui, on n'a aucune preuve réelle que ce soit les vrais descendants de Louis XVII, mais il y en a peut-être un secret. Alors, si on fait le bilan, il y en a beaucoup. Hein. Il y a un descendant des Mérovingiens et du Christ intercroisés. Il y a un descendant de Louis XVII, s'il a survécu, il a une lignée, il a des enfants intéressés. Il y a un descendant des Bourbons, mais il y a plein de Bourbons. Il y a des Bourbons Parme, des Bourbons Sicile, des Bourbons d'Espagne, tout ce qui s'ensuit, des Bourbons Savoie. Il y a les Orléans. Les Orléans, personne ne veut en entendre parler, même dans les milieux monarchiques, parce qu'ils ont trahi la France 2 fois. Et le roi 2 fois, hein, parce que le premier de ces d'Orléans s'appelle Philippe d'Orléans, et bien pendant la Révolution, il est tenu avec les révolutionnaires. Il s'appelait Philippe Égalité pour faire bien dans ses titres. Et puis, quand il y a eu le vote au procès du roi pour condamner à mort le roi, il a été condamné à une voix de majorité, et c'est la sienne. Parce que comme il a voté en dernier, que c'était égalité, il a dit je vote la mort du roi, le roi a été exécuté. Alors après, il est d'Orléans, parce que c'est un d'Orléans. Alors, tout ça parce que secrètement, il voulait prendre sa place. Oui. Après aussi, Louis XVI était éliminé. Lui étant quasiment la famille, eh bien, Louis XVII étant mineur, c'est lui qui devenait roi. Il y a eu un complot avec les fameux Cagliostro, la princesse de la Lamballe, tout ça. Bon, on passe, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, il y aurait, et alors le deuxième, c'est Louis-Philippe, qui a refusé le sacre. Et l'étendard à fleur de lys, bah, du coup, il n'était plus roi avant même la fin de son règne. Donc, il a en fait refusé tous les ingrédients de la vraie monarchie. Bon, alors je dis, bah, surtout pas dans un Orléans qui existe encore, hein, dans les descendants sur le trône de France d'aujourd'hui. Alors, on en est là. Alors, est-ce que... donc vous voyez, les prétendants sont très nombreux. On ne sait pas lequel ça va être. C'est un sacré bazar pour savoir qui succède sur le trône de France. On dit, ben voilà, c'est la prophétie des grands monarques, et qu'on dit oui, mais lequel? Bon, on est très embêté, parce que là, du coup, on ne sait plus lequel. On suppose que dans la coulisse, il est préparé. Il s'attend, lui, à ce qu'il y ait un chaos en France, même on parle d'invasion étrangère, et que là, le président est complètement dépassé par les événements. On dit, ben voilà, on va rétablir la monarchie, un grand roi qui va arriver, il va chasser tout le monde, et elle secourt on ne sait pas, il y aurait l'argent, hein, parce qu'il faut beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, des troupes, de je sais pas quoi pour faire ça. C'est là qu'on revient encore une fois le fameux trésor de Rennes-le-Château. Parce que comme il y a une partie de l'histoire qui est à Rennes-le-Château, qui est ces fameux trésors dits de la Bessonnière, mais... alors, il n'y a pas que des tombeaux, comme on disait tout à l'heure. Hein, s'il y a des tombeaux qui sont secrets, avec des caches, avec plein de parchemins, des arbres généalogiques, des machins, parce qu'on dit toujours, la Bessonnière, il a plutôt trouvé des parchemins codés, il a trouvé des généalogies, il a négocié la vente des généalogies, il y a la fameuse comtesse de Chambord. Vous voyez, la fameuse comtesse de Chambord est allée donner de l'argent à la Bessonnière pour rénover son église. Mais est-ce que c'est vraiment un don pour l'Église ou, en tant que comtesse de Chambord, venez voir quelqu'un qui pouvait lui révéler un secret concernant la monarchie, le grand monarque, qui était censé quand même avoir une origine dans le coin. Ce fameux comte de Chambord était un des prétendants à cette époque-là au trône de France. Il aurait renoncé au trône de France parce que le fameux petit garçon de l'histoire de la Salette lui aurait dit que la Vierge lui avait confié que Louis XVII s'était échappé de la prison du Temple à Paris. Alors forcément, il s'est dit, s'il y a un successeur plus direct que moi, parce que forcément, Louis XVII et ses descendants sont directement de Louis XVI, ils sont plus directs que les frères, les sœurs, les collatéraux, et tout ça aussi. Et il aurait cru à cette affaire, puisqu'il aurait renoncé au trône de lui-même sans que personne ne lui demande rien. On est dans une histoire absolument invraisemblable. Alors, le fameux Nostradamus dont on a parlé, on ne va pas reparler aujourd'hui parce que ça durerait trop longtemps,
a écrit plusieurs dizaines de quatrains sur le grand monarque. Si on a le temps d'en lire quelques-unes après, peut-être une ou deux. Non, parce qu'après ça dure trop longtemps, parce que si on se met à prendre toutes les allusions de Nostradamus au grand monarque auquel il croyait dur comme fer lui-même, on n'a pas fini, quoi. Alors, par exemple, par l'univers sera fait un monarque, campé et vie ne sera longtemps, l'or se perdra, la piscature barque sera régie en plus grand détriment. Donc, par l'univers sera fait un monarque, donc un grand monarque de l'univers. Il rétablira la paix, mais il ne vivra pas longtemps, donc il va faire que quelques années, rétablir en gros l'ordre, la paix, l'harmonie, tout ce pourquoi un grand monarque ou un maître spirituel intervient. Et l'or se perdra, la piscature de barque. Alors Nostradamus écrit comme ça, on ne peut pas empêcher, parce qu'il écrit en langage très très symbolique. Piscature barque, c'est la barque de Pierre, c'est Rome. Parce que bien sûr, Saint-Pierre est un pêcheur, l'Église est un bateau, c'est la barque du pêcheur, piscature barque, et on dit sera régi au plus grand détriment. Donc à un moment où l'Église sera à volo, en pleine catastrophe, eh bien par l'univers, donc par l'univers, par le ciel, par Dieu, sera fait un monarque, etc., etc. Alors je ne sais pas, il y en a un autre. Alors une très très importante qui concerne le même sujet, d'un rond, d'un lys, naîtra un si grand prince, bientôt revenu dans sa province, Saturne en Libra en exaltation, maison de Vénus en décroissance forte, dame en après masculin sous l'écorce pour maintenir le heureux sang des Bourbons. Donc Nostradamus croit que c'est un Bourbon. Donc un descendant des Capétiens. C'est avant Louis XVII, donc lui il ne pouvait pas savoir cette histoire de Louis XVII, mais pour lui c'est un Capétien, quoi. Donc pas un mérovingien du tout, alors qu'il tremble dans le coin où il y a une histoire de mérovingien. Mais alors on a fait un grand cas, d'un rond, d'un lys, naîtra un grand prince, Saturne en Libra, c'est la balance. Donc Saturne en balance, ça serait qu'on donnerait une indication du thème astral, ce serait quelqu'un qui soit serait du signe de la balance, soit aurait Saturne en balance. Maison de Vénus en décroissance, il y aurait une Vénus en rétrogradation, pour cerner un peu quel serait le personnage. Et alors après c'est plus curieux, dame en après masculin sous l'écorce, dame en aspect masculin sous l'écorce, ça serait quelqu'un qui serait femme sous une apparence d'homme. Donc, on ne sait pas à quoi ça peut correspondre. Alors, est-ce que le monarque secret serait une femme? On ne sait jamais que ce soit une reine. Parce qu'on parle énormément de reines dans l'histoire de Rennes le Château. Non pas parce que ça s'appelle reine déjà, mais il y en a qui écrivent reine, R-E-I-N-E. C'est la terre des reines, il y a tellement de reines. Et pour maintenir l'heureux sang des Bourbons. Donc le sang est bon, et c'est le sang là capétien. Alors là, pas de Carolingien, pas de Mérovingien, pas d'Orléans, pas d'Orléans du temps de... Bon, il y a même des dynasties secrètes des Valois. Il y aurait une branche collatérale des Valois qui aurait été mise sur la touche, mais il y aurait des descendants. On n'en finit pas dans cette histoire. Alors, vous voyez, Nostradamus a aussi évoqué clairement le grand monarque, mais alors, un nombre considérable de fois, beaucoup d'allusions à Rennes le Château, aussi dans d'autres aspects. Alors, on ne le sait pas parce qu'on croit toujours que Nostradamus parle en général pour le monde et pour la France, mais qu'il y a un paquet de quatrains qui concernent ce qu'on appelle le Razès, c'est-à-dire la vallée et Rennes-les-Bains et Bugarache et Cuillas, ce coin-là. Voilà. Alors quand on en arrive là, l'histoire qu'on pourrait développer indéfiniment, je vous cite une anecdote au passage, quand le fameux Louis XVI, donc quasiment le dernier roi, disons très bourbon, très, très important, s'enfuit à Varennes. Bon, il est arrêté à Varennes au relais de poste, à cause de pièces de monnaie, tout le monde connaît cette histoire. Il devait pas tirer le rideau de son carrosse, il l'ouvre, et puis il y a un gamin qui est là pour les chevaux, pour donner à boire aux chevaux, pof, il voit que ça ressemble au profil du roi sur un louis d'or, il se dit à son entourage, c'est Louis XVI qui est là-dedans, et c'est comme ça qu'il est pris. Et on le conduit où? À une auberge pour passer la nuit, parce qu'il est arrêté en fin de journée sur la route de Varennes. On dit, bon, le roi va passer la nuit ici, le lendemain matin à Paris, sous bonne escorte, tout ce qui s'ensuit. Et à quel endroit il s'arrête? Ça s'appelle l'auberge du grand monarque. Ça s'invente pas, ça. Ça ne faut pas s'inventer. Vous avez une chance sur 1 milliard que ça soit dû au hasard. Eh bien, c'est ça.
Et on se dit, ben, tout se tient, il y a un grand truc particulier. Et donc, arrivé là de l'histoire, parce que des anecdotes comme ça, il y en a tout plein. On pourrait dire, mais alors, il y a une prophétie d'Orval, mais la prophétie d'Orval, c'est à quelques kilomètres de Stenay, c'est tout près de Godefroy-Bouillon, c'est pas tellement loin au sud, où il y a Doremi, Jeanne d'Arc qui a sauvé la France. Je vais dire, mais c'est incroyable, que Stenay est lié à Dagobert, qui est lié à Neufchâteau, c'est invraisemblable comme histoire. En fait, tout se recoupe. Tout un tas de personnages qui ont été archevêques à plein d'endroits, ont été à Rouen, ont été en Lorraine et vice-versa, ils ont été à Narbonne, ils ont été à Rouen, ils sont redescendus à tel endroit, ils se connaissent tous. Bon, on passe, hein, parce que c'est une autre histoire. Et alors, arrivé là, on va se dire la chose suivante. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de vrai dans tout ça? En gros, on va se dire, cette histoire de grand monarque, c'est fantastique, c'est incroyable, mais est-ce croyable? C'est-à-dire, est-ce que c'est monté? Est-ce que des milieux monarchistes nostalgiques de la monarchie voudraient, profitant d'un chaos politique en France, proposer un monarque? Ah, est-ce que le ciel, c'est un niveau plus haut, c'est plus irrationnel, va rétablir un roi sur l'univers? Bon. Il y en a qui diraient, mais s'il faut un roi sur l'univers, prenez directement Jésus-Christ, qui est le roi du monde, et qui descend de la maison de David. En gros, il n'y aurait pas besoin d'un grand monarque pour un retour du Christ. À moins de dire le grand monarque prépare le terrain, fait ceci, bon, en gros, déroule le tapis rouge pour le Christ qui revient. Est-ce que c'est logique qu'il y ait deux personnages, quoi, qui joueraient presque le même rôle? Et puis, bien sûr, comme on est dans une histoire incroyable de ce genre, ben, il y a des gens qui ont profité de la situation. C'est-à-dire alors là, ça fait toujours rire, le grand monarque, c'est moi. En gros, hein, vous voulez un grand monarque, moi, je peux vous prouver que c'est moi. Et on retombe dans l'histoire de Reine de Château. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux Pierre Plantard de Saint-Clair. Alors, le Pierre Plantard de Saint-Clair, c'est lui qui est à la base de la thèse des Mérovingiens. Repris par le fameux Gérard de Sède, qui a écrit sur le sujet, sur les Mérovingiens à Reine de Château, et repris par le Da Vinci Code. Donc, c'est ce fameux croisement. Mais lui, il est allé beaucoup plus loin, en disant que le fameux grand monarque, c'est moi. C'est-à-dire Pierre Plantard de Saint-Clair, le grand monarque, c'est moi. Je suis le grand Chirène. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand Chirène, le grand Quirène? C'est que dans Nostradamus, le grand monarque est surnommé le grand Quirène. Et lui se faisait appeler grand Quirène. Et il avait pris comment dire, sceau royal, puisque c'est le tien, les rois, un cercle, et puis dedans une fleur de lys, parce que la fameuse chose d'un rond, d'un lys, sortira grand monarque. Donc il avait carrément fait un cercle et une croix de lys dedans, c'était son blason. Il avait comme devise In Arcadia Ego, qui est la devise de cette histoire de la Bessonnière et de Reine de Château, et du fameux tombeau, hein, là-bas, dans cette histoire, hein, le fameux tableau de Poussin, le tombeau, comment dire, In Arcadia Ego, hein, voilà, l'histoire invraisemblable. Alors, si c'était le vrai roi, parce qu'il aurait, d'après ses écrits, hein, parce qu'il a fondé un ordre qui s'appelle le Prieuré de Sion, qui éditait une revue, dans la revue très spécialisée en généalogie. Il aurait donc, avec son acolyte, là, le marquis de Cerizay, très spécialiste en généalogie, puis on dit que l'abbé Saunière, l'abbé Boudet, d'autres abbés, et avec le collège de Saint-Sulpice, très spécialiste en cryptographie, en tout le reste, eh bien, c'était des grands spécialistes en généalogie. Alors là, forcément, là, on doit prouver quelque chose par les généalogies. Et il sous-entendait quand même que la généalogie prouvait que c'était lui le descendant de ces fameuses croisées de Mérovingiens. Donc il a fondé, alors le nom l'indique, hein, Prieuré de Sion. Alors, quand on sait que le fameux Godefroy-Bouillon, roi de Jérusalem, à Sion, à Jérusalem, a fondé un ordre de Notre-Dame de Sion, qui a Notre-Dame de Sion en Lorraine, on s'est dit, alors coupe 36 choses, non, encore une fois. Et donc si c'était le grand monarque, ben, c'est bien beau, personne n'y a cru. Mais il est mort en l'an 2000. Alors on se dit, s'il devait avoir un grand pape et un grand roi, le grand roi s'est pas manifesté. Le pape, si on reprend la prophétie des papes qu'on a lu la dernière fois, ben, il y en a pas, il y en a plus. Le dernier grand pape qu'il aurait pu y avoir, c'est de Gloria Olivae, c'est Benoît XVI. Et là on s'est dit, mais alors c'est la symbolique de l'olivier. L'olivier, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël et c'est le christianisme. Donc là, c'est vraiment la symbolique du dernier pape, et lui démissionne. Alors on se dit que c'est quand même pas possible que le dernier pape, la prophétie, avant qu'il y ait le grand monarque qui travaille avec lui, démissionne. Donc du coup, du côté papal, il n'y en a plus.
Sinon, qu'il y a le pape François, est-ce que le pape François est crédible? Alors, le pape François n'est pas crédible dans l'ésotérisme parce que il est trop dans l'air dans l'air du temps. C'est en gros, il faut travailler avec les politiques, il faut travailler avec l'ONU. Il est d'accord avec un programme de l'éducation du look mijoté par l'UNESCO. Bon, il s'occupe beaucoup de social, d'humanitaire, de trucs comme ça. Et il prononce très rarement le nom de Dieu dans ses discours. Alors, les derniers papes parlent beaucoup des hommes, de Jésus, fils de l'homme, et jamais plus des divinités, ou de la divinité, c'est très très curieux. Et alors ce pape François, que tout le monde connaît, a fait sensation quand il a été élu et qu'il devait bénir la foule du balcon Anne Saint-Pierre, comme ils font tout le temps, les papes bénissent tous les fidèles qui sont là à applaudir le nouveau pape. Il a demandé à la foule de prier pour lui. Ça, c'était jamais fait de l'histoire des papes. On se dit, mais quel intérêt peut avoir le pape à ce que les fidèles prient pour lui? Parce qu'il avait besoin qu'on prie pour lui, parce qu'il risque quoi? Bon, il risque d'être le pape qui s'enfuit du Vatican en jambant le corps de ses cardinaux, réfugié dans un pays exilé, rétabli par un grand monarque. C'est un grand monarque qui arrive, un truc absolument hallucinant. Toujours est-il que là, le grand pape et le grand monarque qui travaillent main dans la main, ça n'a pas l'air de bien aller ensemble. Et donc on voit qu'il y a un père Plantard qui a essayé d'être, le grand monarque. Certains ont dit, mais c'est clair, c'est le général de Gaulle. Voyez pas le général de Gaulle, il y a déjà un titre avec une particule. Puis vous avez vu comment il aimait la France. Et puis il a sauvé la France des nazis. Et puis il a joué un rôle considérable en politique internationale. La France, à son époque au moins, elle avait de l'allure. Eh ben, c'est peut-être le grand monarque. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut le trouver généalogiquement? Pas de preuve généalogique qui appartient à une famille de sang royal, bien entendu. Donc bon, on s'est dit, oui, mais c'est pas forcément une histoire de sang, c'est une histoire d'envergure, de grandeur. Bon, on s'est dit, c'est quand même un homme politique, pas tout à fait un maître spirituel, même s'il était très branché, contrairement à ce qu'on pense, dans toutes ces choses-là. Alors après, on s'est dit Chirac. Parce qu'il y en a qui ont fait le coup de dire que le grand Chirac, c'est le grand Chirac. Ah oui. C'est un peu joué beaucoup sur l'étymologie, parce que les experts, toujours, on va pas faire ça aujourd'hui, c'est trop long, que Kyrène, ce serait Chiron, que l'astéroïde Chiron gravitant entre Uranus et Saturne, eh bien, c'est des maîtres d'Iverso. Ça annoncerait donc un nouveau monarque pour la nouvelle ère. C'est l'Urne, c'est le Verseau, et donc c'est en fait Chiron, l'initiateur d'Hermès, d'Achille, d'Hercule, etc. Ce ne serait pas à prendre au sens propre un personnage qui s'appellerait Kyrène, quoi, etc., etc., etc. On n'en finit pas, Et puis on peut continuer comme ça, on ne va pas les faire tous. Figurez-vous dans Arsène Lupin, Arsène Lupin se prend pour le grand monarque aussi. À un moment, dans un des livres, il dit le roi du monde, c'est bon. Bon. C'est une histoire qui monte à la tête de beaucoup de monde. Oui, alors on s'est aperçu qu'à la fin du 19e siècle, quand il y a eu toute cette prophétie du grand, surtout à partir de Louis XVI, là, arrêté à l'auberge du grand monarque, et puis commence à dégénérer la Troisième République, et puis les deux guerres mondiales, puis dire il faudra un sauveur pour la France, alors sentons toutes ces théories. Alors comme Arsène Lupin, c'est Maurice Leblanc, l'auteur, c'est en gros fin 19e, début 20e. Comme par hasard, et que lui connaît à fond l'histoire du château. Dans beaucoup de livres, il y a cette illusion-là, et cet Arsène Lupin est comment né à Blois. Donc c'est le roi de Blois, c'est lui. Bon. Alors quand on en est là, on se dit c'est quand même absolument invraisemblable.